Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette seconde édition du Salon Lipsco, le Salon de la liberté pédagogique. C'est une journée qui est consacrée à la liberté d'instruction, liberté qui est en principe garantie par la loi et qui est pourtant sans cesse fragilisée. Vous le savez, cette année scolaire, le début de cette année scolaire a été marqué par l'entrée en vigueur de la loi dite contre les séparatismes, loi confortant les principes républicains. Cette loi a des incidences très importante sur la liberté d'entreprendre dans l'éducation d'une part et sur la liberté de choix pour les parents de scolariser les enfants où ils le souhaitent, que ce soit dans le public, dans le privé ou bien à la maison. Je vous propose d'accueillir Ticiane Saleron, qui est notre directrice juridique à la Fondation pour l'école, pour un point de vue politique et juridique sur ces deux questions très importantes. Est-ce que, Ticiane, vous pourriez commencer, s'il vous plaît, par nous décrire ce qu'est la liberté scolaire et la liberté d'enseignement ? Alors oui, bonjour Diane. Rapidement, cette liberté, c'est en fait le droit pour tous de délivrer l'instruction obligatoire sans en laisser le monopole à l'État. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est d'une part la liberté de créer des écoles privées à côté des écoles publiques et des écoles privées sous contrat. Sachant, petite parenthèse, que pour créer des écoles privées sous contrat, il faut de toute façon être hors contrat pendant 5 ans. Et c'est aussi la liberté pour les parents de choisir entre l'instruction en famille et une école. Donc on voit bien qu'il y a une double facette qui est importante dans cette liberté. Liberté de choix pour les parents d'une part et liberté pour la société civile en quelque sorte, puisque vous comme moi on peut créer et ouvrir une école demain d'autre part. Par contre, il y a bien entendu des conditions pour pouvoir créer des écoles et pour pouvoir instruire en famille. Donc il y avait une réelle liberté. Et pourquoi vous parlez au passé ? Il y avait une réelle liberté. Je ne peux pas m'empêcher de parler au passé parce que j'ai l'impression qu'on passe lentement mais sûrement d'une liberté encadrée vers une liberté rognée, voire amputée. Il y a une attaque récente, je dirais 2 attaques qui viennent de 2 fronts. D'une part de la loi dont vous venez de parler et d'autre part qui vient de la réforme du bac. Alors au sujet de ces réformes, est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un petit point sur ce qui concerne l'IEF, donc l'instruction en famille ? Alors l'IEF, la bataille a été très rude et elle continue, mais on peut dire rapidement, c'est qu'avant il y avait une liberté entière. Les parents qui souhaitaient instruire leurs enfants à la maison déclaraient à l'administration cette intention. Ils instruisaient leurs enfants et ils étaient régulièrement contrôlés de manière très sérieuse pour vérifier donc les enfants recevaient bien notamment le socle commun des connaissances. La quasi-totalité des contrôles se passait très bien. Cependant, le législateur a décidé de transformer ce régime de déclaration en régime d'autorisation. Donc là, désormais, on peut dire qu'il n'y a plus de liberté, puisque en gros, il faut demander la permission d'être libre, ce qui n'a absolument aucun sens. Alors, on a entamé pas mal de démarches pour essayer de renverser la vapeur quand on pouvait encore. On a notamment fait passer des amendements, essayé de faire passer des amendements. On a été auditionné notamment à la Commission des droits de l'homme, au Sénat, et on a également déposé un mémoire très motivé au Conseil constitutionnel. Et alors, est-ce que vous avez obtenu des résultats ? Oui et non, j'ai envie de dire. On a obtenu des dispositions transitoires, c'est déjà ça, mais ça ne fait malheureusement que retarder le coup près qui va tomber sur cette liberté. Donc ce qui veut dire, c'est pour la rentrée 2022, en fait, pour tous les nouveaux arrivants en IEF, il faudra qu'ils cochent 4 cases, si je puis dire, pour pouvoir accéder à l'instruction en famille, pour pouvoir recevoir cette autorisation. Alors on attend avec beaucoup d'intention un décret d'application qui va sortir et qui va un petit peu préciser les conditions de cette autorisation. Il faudra vraiment l'examiner à la loupe. On en a parlé, on a été reçu au ministère avant-hier, la dernière fois, oui c'était avant-hier, et donc il nous a confirmé que le décret n'était pas encore sorti. Voilà. Mais toujours est-il là qu'il faut vraiment le guetter. Ce que je peux vous dire enfin, c'est que pour l'autorisation, malheureusement, elle sera valable sauf pour les enfants handicapés ou en mauvaise santé. L'autorisation de faire l'IEF ne sera valable que pour 1 an. Donc chaque année, ce sera rebelote. Et pour les écoles indépendantes ? Alors, pour les écoles indépendantes, est-ce qu'on aura encore le droit d'inscrire ses enfants dans les écoles indépendantes ? Oui. Ce droit est maintenu et heureusement, les conditions d'ouverture n'ont pas été modifiées. En revanche, le gros changement qu'on peut noter, qui est vraiment très regrettable, c'est que dorénavant, en cas de contrôle d'une école hors contrat, après une mise en demeure non satisfaisante, le préfet pourra purement et simplement fermer une école. Expliquez-nous bien, comment ça se passait avant, comment ça se passe maintenant ? Comment ça se passait avant ? Seul le juge judiciaire, si je puis dire, pouvait fermer une école. C'est quand même une décision très grave de fermer une école, surtout une école qui est déclarée, qui est légale, qui est contrôlée.
Donc c'était forcément à l'issue d'un débat judiciaire et donc d'un débat contradictoire. Et dorénavant, donc, ce sera le préfet qui aura ce pouvoir, et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il sera forcément moins impartial qu'un juge, puisqu'il sera en quelque sorte juge et partie, puisqu'il examine aussi un dossier d'ouverture d'une école, il faut le rappeler. Est-ce qu'il y aura des recours quand même ? Il y aura des recours, mais devant le tribunal administratif notamment, mais dans les textes quand même, le mal aura été fait, si je puis dire, pas dans les textes, mais l'école aura fermé quelques jours, voire quelques semaines. On imaginera difficilement les parents faire marche arrière et après remettre leurs enfants une fois que l'école sera réouverte. Alors, le ministère nous a encore assuré jeudi dernier en nous disant qu'il n'y aurait pas d'abus de droit du préfet. Mais bon, qu'il n'y aurait pas d'abus, mais les textes sont quand même là. Et c'est quand même tout le problème. Donc, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a forcément une liberté plus fragile. Ouais. Et alors, est-ce que cette loi change quelque chose pour les directeurs d'école ? C'est aussi le deuxième point noir, je dirais, de cette loi, c'est qu'il y a eu une aggravation très importante des sanctions à l'encontre des directeurs. Puisqu'un directeur dont l'école serait contrôlée et après une mise en demeure, là encore jugée non satisfaisante, eh bien, figurez-vous qu'un directeur, en théorie, pourrait non seulement payer une énorme amende, mais en plus faire de la prison. Voilà. Alors, je me permets de rappeler que la plupart des écoles hors contrat sont quand même des écoles sous forme associative, à but non lucratif. On a beaucoup de directeurs bénévoles, et puis même en société, tous ces directeurs, en fait, font ça vraiment pour le bien-être des enfants. Donc, c'est très dur pour eux d'accepter cette réalité que finalement leur liberté individuelle peut être menacée alors qu'ils prônent la liberté de l'enseignement pour le bien-être de leurs élèves. Donc, on les rassure régulièrement, hein, mais c'est dur. Effectivement. Et est-ce qu'on peut aborder maintenant, s'il vous plaît, Ticiane, la question du bac pour les lycéens scolarisés dans le hors-contrat ? En quoi la réforme du bac impacte ou pas leur scolarité et leur parcours dans les études supérieures ? Alors, elle impacte clairement sur la liberté d'enseignement, puisqu'en fait, dès la rentrée prochaine, dès le bac prochain 2022, on aura clairement 2 bacs à 2 vitesses, alors que ce bac concernera des enfants qui sont tous scolarisés, d'accord ? Mais pourtant, on va faire une distinction. Donc, il y aura d'une part les écoles du privé sous contrat et du public qui auront un bac avec 40% de leur bac qui sera donné sur la base de leur bulletin scolaire. On aura ça d'une part. Et d'autre part, on aura les élèves du hors-contrat qui, eux, auront un bac avec 100% d'épreuves. Je rappelle que pourtant, le bac est un examen national. Donc, partant de là, il devrait être le même pour tout le monde, comme le permis de conduire est le même pour tout le monde, oui, quelle que soit l'auto-école dans laquelle on s'inscrit. Je ne vous le fais pas dire, c'est un bac national, mais malheureusement pas du tout unitaire, et je dirais même plus totalement inégalitaire. Pour rentrer encore un tout petit peu dans le détail, vous aurez... les élèves du hors-contrat vont passer des épreuves pendant que les autres ne réviseront que leur grand taux et leur philo. Ils passeront 5 épreuves en plus qui porteront sur 2 ans de programme, classe de première et terminale. Oui, ça va loin. Bon, on a encore vu le ministère à ce sujet cette semaine. On doit avoir des réponses la semaine prochaine, donc j'espère qu'on les aura, parce que comme vous dites, il y a quand même Parcoursup en cause et il y a l'accès à l'enseignement supérieur. Donc ce qui est clair, c'est que les valeurs de la République dont on nous parle énormément, liberté, égalité, là on arrive clairement à les dissocier pour les élèves du hors-contrat. Donc je pense qu'il y a un petit manque de cohérence. Face à ces atteintes à la liberté, est-ce que vous craignez qu'il y ait une baisse du nombre de créations d'écoles hors contrat ? Alors, non, si j'en juge déjà le nombre de personnes qu'on a déjà formées à la création d'écoles la semaine dernière, toutes les demandes d'inscription pour nos formations prochaines, quand je vois les écoles qui ont ouvert cette année, quand je feuillette, si je puis dire, l'annuaire des écoles libres, je vois que l'essor continue régulièrement et on a énormément de projets en cours cette année qu'on va accompagner. Donc je pense que là, qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut vraiment rappeler, c'est que des écoles libres, indépendantes, comme le sont les écoles hors contrat, ne sont pas des électrons libres. Il faut rassurer, c'est vraiment des écoles contrôlées, déclarées, légales. Bien plus contrôlées que tout autre type d'école du système. Voilà. Donc elles sont tout sauf hors contrôle ou hors la loi. Et donc c'est à ce titre que la Fondation vraiment se bat quotidiennement pour que ces écoles restent dans le paysage scolaire, parce qu'elles offrent une vraie alternative à côté des écoles publiques, des écoles privées sous contrat et de l'instruction en famille. D'accord. Merci beaucoup Ticiane. Je rappelle que vous dirigez le conseil juridique de la Fondation pour l'école et que vous proposez un service de consultation juridique gratuit à l'intention de toutes les écoles indépendantes, quelles qu'elles soient, et qui vous sollicite toute l'année sur des sujets extrêmement divers. L'année dernière, je crois que vous avez dit le chiffre 360 écoles
Donc il y a du travail. Puisque nous parlons cadre légal, création d'écoles et projets éducatifs, passons maintenant à notre table ronde. Pourquoi et surtout comment innover aujourd'hui en France? Et pour animer cette table ronde, je passe la parole à Lionel Devic, qui est avocat, cofondateur et ancien président de la Fondation pour l'école, et qui surtout conseille et accompagne depuis plus de 15 ans de très nombreux projets éducatifs. Lionel, c'est à vous.